Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La perte d'autonomie. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Joachim Marcustiff, La société sous-informée, 2012. Michael Laclos, Le Grand Plan, Nouvelle stratégie de la globalisation capitaliste, 2012. Michel Juffé, Quelle croissance pour l'humanité, 2012. Daniel Estevez, Représenter l'espace contemporain, projets et expérimentations architecturales dans les aéroports, 2012. Stéphane Jacot, en collaboration avec Yves Charpenel, La justice réparatrice, 2012. Émilie Picou, Démythifier la maternité. Concilier foi chrétienne et droit à l'avortement, 2012. Lucas Stella, L'invention de la crise. Escroquerie sur un futur en perdition, 2012. André Hortolan, Rétablir les finances publiques, garantir la protection sociale, créer des emplois, 2012. Linda Shaib, Citoyenneté, droit de vote local et immigration, les expériences nord-américaines et françaises, 2012. Alain Cluzet, Le climat sauvé par les villes ? Vers une solution européenne, 2012. Bernard Legrand, Être chômeur aujourd'hui, 2012. Vivien Pérec, Les témoins de Jéhovah. Analyse psychosociale, 2012. Mustapha Baba Ahmed, Le néomonétarisme, stade suprême du capitalisme, 2011. Jean-Claude Henrard. La perte d'autonomie. Un nouvel enjeu de société. L'Harmattan. Du même auteur. En collaboration avec Joël Ancry, Grand âge, vieillissement et santé publique. Editions ENSP, 2003. Les défis du vieillissement. La découverte, 2002. En collaboration avec Joël Ancry, Système et politique de santé, Editions ENSP, 1996. Système d'aide aux personnes âgées. Analyse comparative dans 5 pays de la CEE. Commissariat général du plan. Études et recherches, La documentation française, 1992. Soins et aide aux personnes âgées. Description, fonctionnement du système français CTNERHI, 1988. Copyright L'Harmattan, 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 913 4. EAN 9 782 296 559 134. Avant-propos. Cet ouvrage n'aurait pu voir le jour sans les travaux de Philip Wood et de Raymond Hilsley. Le premier a conçu une classification des personnes atteintes d'affections chroniques et de leurs conséquences fonctionnelles et sociales distinguant les déficiences, incapacités et handicaps. Wood, 1980. Cette avancée conceptuelle nous a conduit, avec ses encouragements, à élaborer et à participer à plusieurs enquêtes épidémiologiques sur ce thème. Cassou, 1982, Henrard, 1985. J'ai également pu faire connaître cette approche, en tant que rapporteur pour la santé, dans le groupe de préparation du 8e plan, Commissariat général du plan 1980. Ultérieurement, cet acquis a facilité notre participation aux travaux du Réseau international de recherche Interreg. Ce réseau développe un ensemble d'outils standardisés d'évaluation de l'état de santé des personnes atteintes de morbidité chronique et de leur environnement. Maurice, 1990. L'aboutissement est un système d'information intégré ayant de multiples applications cliniques et médico-économiques, Henrard, 2000, pouvant être utilisé pour plusieurs types de populations, dans différents contextes de soins, Gray, 2009.
Ce type de système facilite la coordination des nombreux intervenants répondant aux problèmes complexes des personnes atteintes de multiples pathologies chroniques invalidantes. Raymond Hilsley a coordonné le programme européen Aged Care Europe, qui consistait en la comparaison des politiques européennes d'aide et de soins aux personnes âgées au niveau local et national. Ce programme proposait un cadre d'analyse pour l'étude comparative des politiques sociales et de santé, Hilsley, 1990. Participer à ce programme m'a appris tout d'abord la méthodologie de l'analyse comparative et la richesse de ses apports pour mieux comprendre son propre système de santé, Henrard, 1992. Cette participation m'a permis ensuite de saisir l'importance de la structure des systèmes préexistants aux politiques visant à les adapter aux besoins des personnes âgées et de comprendre le succès ou l'échec de ces politiques. Il en va de même de l'influence des contextes dans lesquels elles s'inscrivent. En France, par exemple, la fragmentation importante au niveau de l'organisation, du financement et de la dispensation des services, Henrard, 1987, s'est surajoutée à un contexte de rationnement des dépenses sociales. Fragmentation et rationnement constituent des obstacles majeurs aux politiques visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des réponses aux problèmes des personnes en situation de perte d'autonomie, incapacité ou handicap. Cette fragmentation est en outre responsable de modes tarifaires qui sont fonction du lieu de vie et non des besoins. Henrard, 1986. En partant de là, il m'est apparu, dès la fin des années 1980, nécessaire de simplifier les dispositifs tant au niveau collectif que clinique individuel afin de faciliter la coordination, intégration à ces deux niveaux. Il m'est également apparu indispensable d'obtenir une neutralité tarifaire des aides-soins au domicile ou en hébergement collectif. Henrard, 1986, pour permettre aux personnes en perte d'autonomie de choisir selon une véritable alternative entre les deux modes de vie. L'étude enfin, lors de ce programme, des relations entre aidants familiaux, dits informels, et aidants soignants professionnels a montré la part prédominante des premiers et la complémentarité des seconds. Il est donc impossible que ceux-ci se substituent aux aidants informels. Quelques travaux complémentaires ont contribué au contenu de cet ouvrage, la classification des états-providence de Gösta Epsing Andersen, 1990, nous semble plus adaptée à l'étude comparative des politiques médico-sociales que l'opposition traditionnelle entre systèmes de santé bismarckien et beveridgien. Le concept de néocorporatisme à la française, développé par Bruno Jobert, 1987, permet quant à lui de comprendre les échecs des tentatives de politique transversale dans le domaine de la vieillesse. Enfin, les discussions et contributions au sein du collectif Une société pour tous les âges m'ont permis de préciser certains éléments du risque perte d'autonomie. Que ses membres en soient ici remerciés. Introduction. Les récentes déclarations du président de la République sur la création d'un 5e risque afin de prendre en charge la dépendance soulignent l'importance de cette question, inscrite une fois de plus sur l'agenda politique. Cette question l'est en fait depuis la fin des années 70. Son traitement a abouti à la mise en place d'une prestation spécifique dépendance, 1997, puis d'une allocation personnalisée d'autonomie, APA 2002. Et laissé en suspens une série de questionnements. Pourquoi la réponse à la dépendance ne concerne-t-elle en France que les personnes âgées de 60 ans et plus ? Comment financer de façon pérenne, suffisante et équitable les prestations de soins et d'aide de longue durée au domicile et en institution nécessaires pour y répondre ? Comment organiser et distribuer ces prestations de façon efficace et équitable ? Notamment comment coordonner les différentes interventions de soutien à domicile pour que les personnes concernées restent vivre, si elles le souhaitent, chez elles. Comment adapter les établissements d'hébergement au vieillissement de leur population. Comment aider les aidants familiaux, enfin. Cet ensemble de questions n'est pas propre aux personnes âgées dépendantes, mais concerne l'ensemble de la population en perte d'autonomie. L'objectif principal de ce livre est de contribuer au débat sur la perte d'autonomie, nouvel enjeu de société. Il s'agit d'en faire un nouveau droit social étendant la protection sociale à un 5e risque à côté des 4 risques existants: maladie, accident du travail, charge de famille, vieillesse. Le premier chapitre, partant des définitions légales et de la conception dominante de la dépendance en France, en montre les limites.
Elles sont dues au caractère réducteur conféré à cette notion. En négligeant ses multiples facettes, on passe à côté de sa complexité. Le deuxième chapitre décrit le dispositif actuellement chargé en France d'y répondre. Il en illustre la complexité et les insuffisances. Ce dispositif est centré sur l'APA dont la gestion est confiée aux conseils généraux. Mais ceux-ci ne sont ni les seuls décideurs ni les seules sources de financement. De même, les professionnels intervenant à domicile et les établissements sont multiples et ont différents statuts. Il en résulte une fragmentation des responsabilités au sein du dispositif, dont on examinera les conséquences sur son fonctionnement. À travers le chapitre 3, on envisage les aléas de la création d'un véritable secteur médico-social d'aide et soins de longue durée, ASLD, pour les populations handicapées de tous âges. Les politiques suivies depuis 1970 ont oscillé entre la convergence des secteurs du handicap et de la vieillesse, et leur séparation. Aujourd'hui, la barrière d'âge entre les personnes handicapées de moins de 60 ans et celles plus âgées qualifiées de dépendantes est le témoin de cette séparation. La création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, et des agences régionales de santé ARS, rassemblant en un même organisme les responsabilités financières et organisationnelles, offre l'opportunité de créer ce secteur. Encore faut-il en simplifier le fonctionnement et en unifier certaines dispositions. Le chapitre 4 examine les enseignements que l'on peut tirer de l'évolution des idées au niveau international dans le domaine de l'incapacité et des solutions retenues dans des pays voisins pour y répondre. Les exemples choisis diffèrent par le modèle de protection sociale. Dans le chapitre 5, on avance les arguments qui conduisent à la proposition d'un cinquième risque perte d'autonomie. On dessine ensuite ce qu'il devrait être en termes de population couverte, de périmètre incluant ou non des actions de prévention, de financement, d'organisation et de dispensation des prestations. On propose enfin des pistes pour assurer son financement, améliorer sa gouvernance et l'organisation des plans d'aide et de soins pour les bénéficiaires. Chapitre I. La dépendance, une notion à multiples facettes. Pendant longtemps existait en France une distinction administrative entre personnes âgées valides, semi-valides et invalides. Les personnes ayant besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir les actes essentiels de la vie pouvaient, depuis 1975, bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierces personnes, ACTP. Par la suite, les pouvoirs publics ont choisi de créer une catégorie sociale à part, celle des personnes âgées dépendantes. Cette création a pris près de 20 ans. Le premier rapport officiel sur les personnes âgées dépendantes date de 1979, AREX. De nombreux autres rapports, Benoît, 1985, Commissariat général du plan, 1991, Boulard, 1991, suivront avec les mêmes priorités. Développement du soutien à domicile, médicalisation des établissements d'hébergement. Mais dans un contexte de raréfaction des ressources, ces mesures seront rationnées et accompagnées d'incitations financières pour une aide informelle ou peu professionnalisée. Il s'agira d'avantages fiscaux accordés aux familles pour aider leurs parents âgés, ou d'exonération de cotisations sociales accordées aux personnes âgées elles-mêmes pour payer des aides à domicile. Ce long cheminement aboutira à la première loi sur la prestation spécifique dépendance. 1. Les définitions légales et la vision dominante de la dépendance en France. En 1997, la dépendance a été définie par la loi comme l'état des personnes âgées qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie, ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. JORF 25 janvier 1997. Elle introduit une barrière d'âge entre personnes handicapées de moins de 60 ans et celles plus âgées. En 2001, toute personne âgée résidente en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie, APA, permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation est destinée aux personnes qui, nonobstant, etc. JORF 21 juillet 2001. Ces définitions soulèvent plusieurs questions. Tout d'abord, qui sont les personnes éligibles ? Celles ainsi définies le sont-elles indépendamment de l'aide reçue ?
Que signifie avoir besoin d'aide? Wenger, 1986. Que la tâche ne saurait être accomplie sans l'aide d'un tiers, même si elle est vitale ou qu'il est agréable d'être aidé, ou encore que la personne en vient à penser, à force d'être aidée, qu'elle ne peut plus effectuer seule l'activité? Que signifie surveillance régulière? Quelle période de temps la personne peut-elle être laissée seule, moins d'1 heure, 1 à 2 heures, de 2 à 8 heures? Nonobstant l'aide apportée, ne risque-t-on pas de démotiver l'entourage qui apporte spontanément 70 à 80% de l'aide alors qu'un fardeau n'est ressenti que par une minorité? Plus généralement, la dépendance peut-elle être assimilée au seul besoin d'aide pour les actes essentiels de la vie? Est-elle le contraire de l'autonomie? À travers les définitions données dans ces deux lois, transparaît la vision dominante de la dépendance. En pratique, est étiquetée dépendante toute personne ayant, du fait d'un déclin de ses fonctions physiques et ou mentales, des incapacités pour effectuer une ou plusieurs activités de la vie courante et nécessitant l'aide d'un tiers. Ces incapacités s'apprécient au moyen de grilles, Colvez, 1990, portant sur des activités choisies pour explorer les différents domaines, soins personnels, mobilité, tâches domestiques et de gestion. Cette conception dominante privilégie la réponse aux besoins physiques élémentaires. Aboutissement de nombreux débats, cette conception s'appuie sur la convergence de différents points de vue ayant généré une image dominante déficitaire, associée à celle de la vieillesse et aux personnes âgées. Les professionnels de santé et de l'action sociale ont, de par leur rôle, une représentation habituellement négative de la vieillesse car ils voient principalement des personnes du grand âge ayant des difficultés pour effectuer les activités de la vie quotidienne. Certains démographes mettent l'accent, à travers les recensements successifs, sur l'accroissement actuel, d'environ 5% par an, et futur à travers les projections démographiques de la population âgée de 80 à 85 ans ou plus. Enfin, des économistes de la santé soulignent, à partir des enquêtes de consommation de soins, l'augmentation avec l'âge des recours aux services sanitaires et sociaux. 2. Critique de cette conception. Ces arguments sont critiquables. D'une part, les professionnels ont tendance à généraliser une vision fondée sur un échantillon non représentatif des personnes du grand âge, donnant ainsi l'impression que les personnes âgées constituent un groupe homogène. D'autre part, les travaux des épidémiologistes montrent que dans tous les groupes d'âge, la majorité des personnes n'a pas besoin d'aide pour effectuer les activités de la vie courante et continue à mener une vie indépendante du moins jusqu'à un âge très avancé, 90 ans et au-delà. Enfin, l'augmentation des dépenses de santé est moins liée au vieillissement démographique qu'à des changements dans les pratiques médicales et à l'intensité des soins prodigués aux personnes âgées. Médicalisation de la vieillesse, Dormont 2009. Il n'en reste pas moins que des interrogations subsistent quant à l'évolution de la dépendance, compte tenu des prévisions démographiques. Des travaux récents tempèrent l'optimisme des années antérieures. À partir des données de la dernière enquête Handicap Santé, Cambois, 2011, on observe que les espérances de vie, EV, sans limitation fonctionnelle ne semblent plus progresser au-delà de 65 ans et présentent même une évolution peu favorable dans la tranche des personnes âgées de 50 à 65 ans, si l'EV sans restriction pour les activités de soins personnels, proche de L'. Espérance de vie sans situation de dépendance, semble toujours en augmentation, cette augmentation est moins rapide que celle de l'EV. La notion de besoin soulève également une série de questions. Tout d'abord, la reconnaissance d'un besoin d'aide est fonction de qui le définit. La demande d'une personne est souvent imprécise. Pour être reconnue, elle doit être transformée en un besoin d'aide légitimé par un professionnel et ou la société. Les professionnels ont une définition normative des besoins, Bradshaw, 1972, en fonction de la réponse qu'ils veulent ou peuvent ou non apporter. Par exemple, une assistante sociale fera attribuer une aide à domicile à une personne qui ne la demande pas vraiment, mais qui y a droit. Cette aide à domicile peut générer une certaine surdépendance, ou dépendance induite, en accomplissant à la place de la personne certaines tâches domestiques dont elle était capable de s'acquitter auparavant. Ensuite, en privilégiant la réponse aux besoins physiques élémentaires, les personnels soignants ou les personnes aidantes risquent de ne pas prendre en compte les besoins affectifs et socio-économiques, les souhaits et les désirs des personnes âgées. En pratique, négliger ces autres besoins augmente le risque de survenue de troubles affectifs et psychologiques,
source d'aggravation de la dépendance physique. Cette surdépendance générée par ignorance de la globalité de la personne à travers une réponse réductrice peut compromettre définitivement l'autonomie des personnes âgées dépendantes. En outre, la dépendance physique est souvent considérée comme une dépendance pour les prises de décision dans la vie courante. Par cette assimilation, on justifie de prendre en charge la vie des personnes physiquement dépendantes en les estimant incapables de décider pour elles-mêmes, et on leur dénie la liberté de choix et le désir de préserver leur vie privée. Enfin, une vision normative des besoins au niveau individuel génère de nombreux problèmes. Elle ignore la plus ou moins grande acceptation par les personnes du grand âge ayant des capacités réduites, du non-maintien de certaines activités de la vie quotidienne. Il existe en effet des changements dans les attentes et les valeurs concernant les différents types d'activités et l'état de santé, au cours des dernières étapes du parcours de vie, Bury, 1991. En outre, elle ne prend pas en compte le caractère multiforme des besoins ni les souhaits des clients usagers. Cette vision qui laisse croire que les décisions d'attribuer tel service ou telle aide visent seulement à répondre à un besoin, ignore la réalité des pratiques. Elle repose sur tout un jeu de négociations plus ou moins explicites entre le professionnel, le responsable du dispositif institutionnel local, le directeur de maison de retraite ou du service d'aide à domicile, l'entourage et la personne âgée dépendante, Espinas, 1992. Les professionnels par exemple usent largement d'une pratique discrétionnaire pour définir la réponse à apporter. Ils font intervenir dans leurs décisions des considérations relevant du contexte familial et institutionnel, de leur propre attitude vis-à-vis de la vieillesse, ou de stratégies correspondant à leurs intérêts tout autant que le résultat d'une évaluation objective des besoins d'aide. Les personnes âgées, quant à elles, peuvent développer des stratégies d'évitement. Elles les amènent à nier leur dépendance et à refuser les solutions proposées, ou au contraire à chercher un bénéfice dans le fait d'être aidées par les autres. À un niveau collectif, la reconnaissance d'un besoin d'aide se fait par référence à des normes, taux d'hébergement ou de personnel plein temps pour 100 personnes de tel groupe d'âge par exemple. Lorsque les taux observés sont inférieurs à la norme, on estime qu'il y a besoin de moyens supplémentaires. Cette définition comparative du besoin d'aide est souvent purement bureaucratique. Elle ne tient pas compte des variations géographiques, notamment dans l'existence de services non spécifiques, commerce, transport collectif ou spécifiques, professionnels soignants, services médico-sociaux, des ressources personnelles et des aides apportées par l'entourage. Elle interdit d'envisager toute solution alternative, comme par exemple des actions sur le cadre de vie général. Ainsi, l'amélioration de l'accessibilité des lieux publics et des transports collectifs permet aux personnes à mobilité réduite de mieux se déplacer, diminue leur désavantage social et peut constituer une alternative à l'aide d'un tiers pour les courses. Pour améliorer cette définition comparative des besoins d'aide, certains proposent d'utiliser la grille Agir pour définir les populations de référence. D'autres proposent d'y adjoindre quelques éléments sur les ressources collectives, les ressources personnelles et les attentes des personnes âgées. D'autres enfin développent une démarche visant à la recherche de consensus locaux sur les objectifs généraux à atteindre et les moyens pour y parvenir. La préservation de l'autonomie, la diminution des risques mis en avant par les personnes âgées, les familles ou les professionnels, l'équité dans la prise en charge sont autant d'objectifs pouvant être proposés aux décideurs locaux. Chercher à les atteindre conduit à discuter différentes options de soutien à domicile et d'hébergement collectif, qui prennent en compte efficacité et coût. La définition de la dépendance est compliquée par le fait que le sens qui lui est donné varie avec les disciplines qu'il étudie. Ennuyé, 2002, et selon les cultures. 3. Les différents sens donnés à la dépendance. Pour les sociologues, les définitions socioculturelles de qui est dépendant, quand et pourquoi est-on dépendant sont arbitraires. En Occident, si la dépendance est généralement considérée comme indésirable, elle est tolérée en cas de maladie et d'incapacité. La culture humaniste considère qu'il faut soulager de leur fardeau les personnes atteintes. La dépendance dans la vieillesse est en grande partie structurée par l'attitude de la société, et souvent liée aux stéréotypes sur le vieillissement. Elle apparaît plus un attendu médiatiquement entretenu que le reflet des capacités réelles des intéressés.
Pour un individu, la dépendance est en partie culturelle, elle est liée par exemple à son genre qui détermine sa participation aux différents types de tâches domestiques. Certains avancent l'idée que la dépendance est socialement provoquée par les intervenants professionnels. Par exemple, ceux qui gèrent le dispositif de soutien à domicile détiennent pouvoir et contrôle sur les personnes aidées, comme les parents sur leurs enfants. Le paternalisme met toujours en avant l'intérêt des personnes, alors qu'en fait il est à l'origine d'un conflit entre d'une part, la dépendance et le contrôle de la personne et d'autre part, son autonomie et le développement de ses aptitudes. Les personnes dépendantes appartenant aux classes sociales ayant peu de ressources personnelles sont les plus exposées aux effets négatifs de ce paternalisme, car elles sont plus dépendantes des aides collectives. Pour les psychologues, la dépendance est une construction psychologique sous-tendue par des besoins de base de l'être humain. Elle est le fait de traits psychologiques qui poussent à trouver soin, assistance et réconfort et donnent lieu à un ensemble de comportements comme la recherche de contact physique, de la proximité des autres, d'attention, de reconnaissance et d'approbation, de résistance à la séparation. Certaines formes de dépendance n'ont pas de caractère déficitaire, par exemple la dépendance dans les relations affectives. Le fait de prendre soin d'une personne donne du pouvoir aux deux individus impliqués dans la relation de réciprocité. Le receveur reconnaissant est toujours un donneur. Son regard contribue à renforcer la position du pourvoyeur, Memmi 1979. Le grand âge venu, beaucoup d'individus doivent faire face à des difficultés dans un ou plusieurs domaines de la vie. Situation financière, solitude, déclin dans les capacités à effectuer les activités de la vie quotidienne. Le moment où l'on devient incapable d'assumer sans aide ces situations, c'est-à-dire où l'on est considéré comme dépendant, semble varier en fonction de la biologie mais aussi de l'accumulation des événements sociaux et physiques. Interviennent par exemple les choix antérieurs, migration à la campagne, lors de la retraite, et actuels, rester à son domicile, déménager ou entrer en institution, du mode de vie, les problèmes médicaux, l'état de santé mentale et intellectuel. Lorsque surviennent des événements indésirables, un conflit peut apparaître entre dépendance et maintien de l'autonomie. En effet, être un fardeau pour sa famille ou entrer en institution sont les deux grandes craintes du grand âge. Il faut alors que la personne accepte la dépendance et s'y adapte quand c'est nécessaire comme part d'un vieillissement réussi, Balt, 1996, et à l'inverse l'évite quand ce ne l'est pas. On doit ainsi s'efforcer d'identifier les aspects de la dépendance dans la vieillesse, qui sont jugés désirables en tenant compte des grandes différences d'un individu à l'autre pour l'affronter. Le parcours de la vie passée et la structure de la personnalité jouent un rôle décisif. Certaines personnes ont recours, pour faire face avec succès aux pertes fonctionnelles, à des stratégies pour maximiser les fonctions restantes. Le choix d'aide pour certaines activités permet de maintenir d'autres activités, considérées comme plus valorisantes. Cette dépendance peut être choisie comme vieillissement réussi, et il n'y a alors pas de conflit entre dépendance et autonomie. La dépendance peut également être une conduite pour contrôler les proches. Parfois, certaines personnes du grand âge ont tendance, par peur de perdre leur contrôle de soi, à adopter un comportement qui prend la forme d'une régression infantile avec ses gratifications et sa part de souffrance. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une adaptation à des symptômes de déficience physique ou mentale responsables de dépendance totale, ou d'un moyen inconscient d'échapper à sa fragilité croissante en se réfugiant dans les schémas de comportement de la première enfance, Elias, 1987. Dans d'autres cas, le choix de la dépendance est passif, imposé par l'entourage. Il y a alors conflit entre dépendance et autonomie. La dépendance acquise par surprotection de l'entourage ou des professionnels peut générer une surdépendance, conduisant au choix par la personne aidée de l'incapacité totale. Par exemple, le maintien d'une aide qui n'est plus nécessaire peut être précurseur de dépendance induite. Le risque est le même lorsque l'on considère une personne ayant des incapacités physiques comme incapable de prendre des décisions. 4. Autonomie et dépendance, besoin d'aide et aide reçue. L'autonomie est la liberté de choisir son mode de vie, en respectant les lois. Ce terme est souvent utilisé abusivement dans le sens d'autonomie fonctionnelle, ou physique, considéré comme l'absence de dépendance pour les activités de la vie courante. Tel est le cas de son utilisation
dans la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. L'autonomie résulte pour chacun d'entre nous des interdépendances ou dépendances réciproques, d'ordre affectif, économique et social tout au long du parcours de vie. Elle peut et doit être préservée chez les personnes physiquement dépendantes. La perte d'autonomie est la perte de capacité de se gouverner soi-même. Fougerolas souligne qu'en cas de perte d'autonomie décisionnelle ou fonctionnelle, il s'agit de prêter attention aux capacités restantes de la personne pour entrer dans une dynamique de reconnaissance dont tout un chacun a besoin pour se sentir exister, personnellement. C'est ainsi permettre à l'autre d'être reconnu dans ses capacités. Il s'agit ensuite d'être acteur en faveur des aptitudes d'autrui, en les développant, les suscitant, en donnant les moyens de les faire passer à l'effectivité. La dépendance est de façon générale une situation où l'action de tiers est nécessaire pour qu'une personne puisse atteindre les buts qu'elle s'est fixés. Il existe donc plusieurs domaines de dépendance qui ne se limitent pas à ceux de la vie courante. Plus que le besoin d'aide, c'est l'aide reçue qui définit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.